Pendant 33 ans, Fred Rogers a permis à des millions d'enfants de se sentir en sécurité à travers un écran de télévision. Mais après sa mort, en 2003, sa femme, Joanne, a révélé quelque chose que personne n'avait jamais su. Chaque année, le jour de son anniversaire, Fred s'asseyait seul et écrivait une lettre à Dieu. Dans ces pages, il se demandait si le travail de sa vie avait vraiment de l'importance. S'il en avait fait assez, il a écrit plus de 30 de ces lettres et les a enfermées demandant à Joanne de ne jamais les partager avant qu'il ne soit parti. Mais ce n'était pas son seul secret. En 1986, Fred Rogers a rédigé un manuscrit privé, si cru, si personnel que les éditeurs ont refusé de l'imprimer. Ce qu'il a avoué dans ces pages révèle une facette de lui que le monde n'a jamais vue et vous laissera sans voix. Fred McFeely Rogers naît le 20 mars 1928 à Latrobe en Pennsylvanie. Son père James Rogers vient de construire un manoir avec des planchers chauffants et même un ascenseur privé. Sa mère Nancy est issue d'une importante famille de banquiers. Mais malgré tout le confort et le luxe, le petit Fred a passé ses premières années presque entièrement seul. Leur maison est située sur un terrain de 47 acres en Pennsylvanie. Mais pour Fred, elle semble vide. Son père est toujours en déplacement à l'aciérie, et même avec 3 domestiques à proximité, personne n'a le temps de lui parler vraiment. Cette solitude a creusé quelque chose au plus profond de lui, une faim non pas de jouets ou d'aventures, mais de liens affectifs. Puis à l'âge de 2 ans, le monde s'est assombri. Fred a été frappé par la rougeole et la scarlatine, pendant la Grande Dépression, à une époque où un tel diagnostic pouvait être synonyme de condamnation à mort. 15% des enfants de Pennsylvanie ayant contracté les 2 maladies n'ont pas survécu. Pendant 47 jours, il a été cloué au lit avec une fièvre qui a dépassé les 40 degrés. Il a eu des hallucinations. Il pleurait la nuit. Et pendant tout ce temps, sa mère ne l'a jamais quitté. Elle a placé un piano à côté de son lit et lui a appris à jouer en utilisant uniquement les touches noires, car ses doigts étaient trop faibles pour les autres. Chaque note noire, disait-elle, contenait sa propre émotion. Ce piano est devenu le premier véritable ami de Fred, mais la maladie a laissé des cicatrices. À l'âge de 3 ans, il ne pouvait toujours pas lasser ses chaussures, ni tenir une fourchette correctement. Les médecins ont diagnostiqué chez lui une dyspraxie développementale sévère, et l'un d'entre eux a même suggéré de l'envoyer dans une institution. Ses parents refusent. Au lieu de cela, ils ont engagé une kinésithérapeute nommée Margaret Thompson. Margaret a apporté des marionnettes à chaque séance, transformant la thérapie en jeu. Elle faisait bouger les petits doigts de Fred en riant et en rythme. En l'espace de 6 mois, sa coordination s'est améliorée de plus de 300%. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il avait encore besoin de chaussures à scratch, mais il n'a jamais oublié la façon dont les marionnettes l'avaient guéri. La même année, la tragédie frappe à nouveau. Le 15 septembre, un train déraille à 400 mètres de leur maison. Fred regarde par la fenêtre et voit du métal tordu des wagons brisés. 47 personnes sont mortes. Son père lui a dit qu'il ne faisait que dormir. Mais en lisant le journal le lendemain matin, Fred a appris la vérité. L'horreur est restée gravée dans sa mémoire. Il demande à sa mère « Pourquoi les gens se blessent-ils alors qu'ils essaient simplement d'aller quelque part ?» C'est une question à laquelle il essaiera de répondre toute sa vie. À l'âge de 5 ans, Fred passait des heures seul dans le grenier, utilisant de vieilles chaussettes pour présenter des spectacles de marionnettes à ses animaux en peluche. Il donnait à chaque marionnette une voix, une histoire, un but. Lorsque sa mère l'a vu un après-midi en train de donner tranquillement des leçons à ses jouets, elle a pleuré. Elle a fait construire pour lui un véritable théâtre de marionnettes avec des rideaux de velours rouge et de petites lumières de scène. Il appela sa marionnette préférée David le rêveur. Et les histoires qu'il racontait sur la peur, la gentillesse et l'appartenance allaient plus tard devenir le cœur de Mr. Rogers' Neighborhood. À l'âge de 6 ans, Fred est baptisé. Sa grand-mère lui a offert un ensemble d'histoires bibliques faites à la main en carton-feutre. Elle n'hésitait pas à poser des questions difficiles. Lorsque Fred a demandé « Pourquoi Dieu laisse-t-il les enfants souffrir ?», elle a répondu « Parce que Dieu veut que nous nous posions des questions. »
Ces entretiens l'ont marqué à jamais. Il a appris que poser des questions n'était pas une faiblesse. C'était la foi en action. C'est pourquoi des décennies plus tard dans son émission, il n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses. Mais il s'est toujours assuré que les enfants savaient qu'ils étaient aimés de toute façon. Le lycée est cruel. Fred était grand maigre, avec une voix douce. Les enfants l'appelaient Squeaky. En après-midi, 3 joueurs de football l'ont poussé dans un casier pendant que tout le monde riait. Personne ne les a arrêtés. Personne ne les a arrêtés, personne ne les a punis. Lorsqu'il essayait de jouer du piano lors d'assemblées, la foule se moquait de lui, allant jusqu'à lancer des avions en papier sur ses partitions. Une fois, ils ont versé du lait au chocolat sur ses notes. Ce soir-là, Fred est rentré chez lui en pleurant. Puis, il a commencé une thérapie. Sa mère voulait le changer d'école, mais il a refusé. Au lieu de cela, il est resté construisant tranquillement une résilience qui allait définir le reste de sa vie. À 15 ans, le rhume des foins l'oblige à rester à la maison pendant la moitié de l'année scolaire. De nouveau seul, il commence à composer de la musique. Sa première œuvre complète s'intitule « Melody for String Quartet in D minor ». Mélodie pour quatuor à cordes en ré mineur. Elle comportait 247 mesures si complexes que même son professeur doutait qu'il l'ait écrite lui-même. Lorsqu'elle fut enfin jouée, le public se mit à rire. Ils l'ont appelée « musique d'enterrement ». Mais Fred ne s'est pas arrêté. Il a continué à écrire. Cette même composition est aujourd'hui conservée dans les archives Fred Rogers. Sa relation avec son père était distante. James Rogers a survécu à la grippe espagnole de 1918, mais n'en a jamais guéri. Il voulait que son fils soit un dur qu'il reprenne l'entreprise sidérurgique. Fred ne voulait que créer. Dans son journal, Fred a écrit un jour « Cela fait 23 jours qu'il m'a demandé comment je me sentais. » Le jour de son Dixit et anniversaire, alors qu'il répétait avec des marionnettes, Fred a accidentellement cassé une fenêtre. Son père l'a puni pendant 1 mois, lui a interdit la musique et l'a envoyé travailler dans un chantier sidérurgique. Le travail lui a ouvert les mains. Il n'a pas pu jouer du piano pendant des semaines. Puis vint l'ultimatum, arrêtez les bêtises des marionnettes ou trouvez votre propre voix. Fred n'a pas hésité. Il choisit sa propre voix lorsque son jeune frère Jim, aîné Fred, avait 9 ans. Et il ne l'a pas bien pris. Il a caché les biberons et a refusé de parler pendant 6 semaines. Des psychologues ont été appelés. Il ne communiquait que par des dessins, des croquis sombres et émouvants qui révélaient sa jalousie. Des années plus tard, il avouera « Je voulais que Jim disparaisse pour que tu m'aimes à nouveau. » Cette culpabilité ne l'a jamais quitté. Elle a façonné la mission de sa vie, faire en sorte que chaque enfant se sente vu, aimé et en sécurité. En 1945, Fred s'est porté volontaire pour la défense civile. Son travail surveillait le ciel nocturne à la recherche de bombardiers ennemis. Par une froide soirée de mars, le radar détecte un signal non identifié. Fred est resté 4 heures sur un toit convaincu qu'une attaque allait avoir lieu. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'avions américains, mais la peur avait déjà pris racine. Il a commencé à faire des cauchemars dans lesquels il voyait le feu pleuvoir du ciel. À partir de ce moment, il s'est fait une promesse. Il n'inclurait jamais de violence dans ce qu'il créait pour les enfants. En 1948, il s'inscrit au Rollins College pour étudier la musique. Un choix qui le mènera sans le savoir vers son destin. Diplômé avec mention en 1951, il était très impliqué. Chœur, club de musique et même natation intramuros. Il a remporté plusieurs prix, mais lors d'une représentation, sa petite amie s'est moquée de son bégaiement devant les autres. Fred est effondré. Pour y remédier, il a appris à contrôler sa respiration en parlant sous l'eau. C'est ainsi qu'il a développé son discours lent et prudent. Ce n'était pas naturel. C'est le fruit d'une lutte. Après avoir obtenu son diplôme, il travaille à la télévision et étudie la théologie à l'université. En 1963, il est ordonné prêtre. Non pas pour prêcher dans une église, mais pour servir les enfants par le biais de la télévision. Son ami, le révérend Bill Barker, l'a aidé à réaliser ce projet.
Fred pensait qu'une émission de télévision pouvait être une forme de ministère, un lieu où les enfants pouvaient se sentir en sécurité et compris. Sa première chanson la plus célèbre est « Let's Be Together Today », écrite en 1950. Il utilisait la tension musicale pour refléter les conflits émotionnels. Il pouvait écouter n'importe quel morceau et le rejouer instantanément. Il a composé plus de 200 chansons souvent, avec le pianiste de jazz Johnny Costa. Enfant déjà, Fred jouait des chants de Noël sur des haut-parleurs pour son voisinage. La musique a toujours été son moyen de communication. Au séminaire, Fred avait un secret. Il joue du piano jazz dans des clubs clandestins gagnant 5 $ par soir. Son éducation religieuse désapprouvait la musique profane qu'il gardait donc cachée. Mais cette expérience du jazz a donné à ses chansons toute leur richesse. Sous la surface calme de Mr. Rogers était un artiste qui prenait des risques. Il a rencontré Joanna Rollins en 1948. Elle faisait partie du comité d'accueil. Ils ne connaissaient pas grand-chose à l'amour, mais ils ont grandi ensemble. En 1952, Fred l'a demandée en mariage par le biais d'une lettre manuscrite. Elle était tellement excitée qu'elle a perdu la lettre en courant vers une cabine téléphonique pour dire oui. Ils avaient tous deux 24 ans lorsqu'ils se sont mariés, et leur mariage, qui a duré 50 ans, a été l'encre qui a tout maintenu ensemble. Fred Rogers a fait ses premiers pas à la télévision en 1951, alors qu'il n'avait que 23 ans et qu'il travaillait pour la chaîne NBC à New York. Il pensait avoir enfin réussi, mais cette excitation n'a pas duré. Il a travaillé dans les coulisses d'émissions comme The Kate Smith Hour et The Gabby Hayes Show. Mais ce qui l'a le plus troublé, c'est ce qui passait pour du divertissement pour enfants. Il a vu des adultes se lancer des tartes au visage pendant que des enfants riaient dans le public, et quelque chose ne lui a pas plu. Ce n'était pas seulement idiot, il se sentait mal. Le point de rupture est vite arrivé. Après seulement 6 semaines, Fred est parti. Il a dit à tout le monde qu'il en avait assez vu. C'était censé être son rêve, mais cela s'est transformé en quelque chose dont il ne supportait pas de faire partie. 3 ans plus tard, à Pittsburgh, Fred a eu une nouvelle chance. Cette fois, il est parti de zéro. En avril 1954, il a co-créé une petite émission pour enfants appelée The Children's Corner sur WQED. L'émission fonctionne avec seulement 150 $ par semaine, répartis entre Fred et sa co-animatrice Josie Carey. Il n'avait même pas de matériel adéquat. Fred disposait d'un bloc-notes jaune pour planifier le contenu d'une année entière. Le studio était en désordre. Fred devait courir de la scène des marionnettes à l'orgue et vice-versa pendant les émissions en direct. C'est pourquoi il a décidé de porter des chaussures de sport. Les marionnettes ne faisaient même pas partie du plan initial. Daniel Tiger est né la nuit précédant le lancement de la station à partir d'une chaussette que lui a tendue le directeur de la station. Fred a fini par incarner les 13 personnages de la marionnette en direct tous les jours, en inventant des dialogues sur place. Josie ne savait jamais ce qui allait suivre, et pourtant tout fonctionnait. En 1955, Fred décida qu'il voulait quelque chose de spécial pour se déplacer sur l'écran, un minuscule chariot rouge. Mais il n'y avait pas d'argent pour des accessoires fantaisistes, alors il l'a construit lui-même à partir de pièces détachées. L'ensemble n'a coûté que 18 $. Il ne mesurait qu'1,5 pouces de long, et Fred a utilisé une pince à épiler et une loupe pour coller chaque petite pièce en place. Il l'a ensuite fait fonctionner en direct avec toutes les marionnettes, tout en continuant à courir vers l'orgue. Un jour après avoir tourné un long épisode sur le partage, Fred s'est effondré d'épuisement, sur le sol du studio. C'est dire à quel point il s'est investi dans l'émission. Il est marié à Joanne depuis 1952, mais toute cette pression commence à peser sur leur relation. En 1956, il s'est produit un événement qui a marqué Fred pour le reste de sa vie. Au beau milieu d'une dispute sur les mauvais résultats de l'émission, Fred brise l'une de ses marionnettes. Comme ça, il est parti. Cela ne lui ressemble pas du tout. Ils n'étaient pas le genre de couple à se crier dessus, mais cette fois-ci les choses se sont brisées. Des années plus tard, il s'est servi de ce moment précis de son accès de colère et de sa culpabilité
pour apprendre aux enfants à gérer leur propre colère. Malgré tout ce stress, Fred continuait à créer. En 1957, il avait écrit plus de 200 chansons originales pour le spectacle, dont une qui allait devenir emblématique, « Won't You Be My Neighbor ». Il l'a écrite après avoir reçu une lettre d'un enfant qui se sentait seul. Fred a joué toutes les chansons sur un piano à queue qu'il avait récupéré dans une casse de Pittsburgh. Il l'a réparé et lui a donné vie. Des années plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, après avoir été opéré d'un cancer de l'estomac, la première chose qu'il a faite a été de s'asseoir au piano et de jouer. Au fil du temps, il a écrit 13 opéras complets pour enfants, tout en dormant à peine et en tenant l'ensemble de la production à la seule force de sa volonté. En 1958, Pittsburgh a été inondé. Un épisode a été consacré à l'inondation et à ses conséquences pour la communauté. La réponse a été massive. Fred a reçu 500 lettres rien que cette semaine-là. La plupart d'entre elles provenaient d'enfants qui avaient perdu leur animal de compagnie. Fred a pleuré en les lisant pas en privé à l'antenne. Il a lu leurs histoires en pleurant, puis il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a répondu personnellement à chaque enfant. En 1963, il prend un nouveau risque. Il quitte les US et s'installe au Canada pour lancer une émission intitulée Mystery Girls sur CBC. Cette émission a duré près de 900 épisodes, mais il voulait revenir à la maison. Lorsqu'il est revenu en 1968 et qu'il a rebaptisé l'émission Mr. Rogers' Neighborhood, les critiques sont brutales. Variety la qualifie de thérapie ennuyeuse. Le Washington Post a déclaré qu'il était trop lent et trop calme. Les audiences ont à peine atteint 2,1 millions de téléspectateurs, alors que d'autres émissions en obtenaient 10 millions. Il a reçu des lettres le qualifiant d'effrayant. Mais Fred a refusé de changer. Il pensait que les enfants avaient besoin de temps pour ressentir et penser, même si les adultes ne le comprenaient pas. Derrière la caméra, il avait un secret que personne ne connaissait. En 1968, il a construit l'usine de chariots montée par ses soins, avec de vrais outils provenant de l'aciérie de son père. Il a également construit une pièce cachée à l'intérieur du château du roi Friday, une chambre forte au trésor, où il a stocké plus de 1000 cadeaux de la part des téléspectateurs. Des dessins faits à la main, des jouets en peluche, des notes. Chacun d'entre eux avait de l'importance. Il les a tous répertoriés et a écrit une lettre de remerciement à chaque enfant qui en a envoyé une. En 1969, il a surpris tout le monde en faisant participer son jeune fils James à l'émission. À tout juste 10 ans, James s'est assis avec Daniel Tiger pour parler franchement de son enfance. Fred a fait de la place pour les rires et les interruptions. En coulisses, il a installé un parc pour enfants dans sa loge et engagé une baby-sitter. Pour Fred, la famille n'a pas sa place derrière des portes closes. Elle doit être là devant les enfants qui la regardent. Mais tout le monde ne croit pas en ce qu'il fait. En 1970, le financement du PBS était menacé et Fred s'est retrouvé devant une commission sénatoriale. Il n'a que 5 minutes pour défendre sa cause. Il leur a indiqué son salaire exactement 28 000 $ par an et l'a comparé à celui des cadres commerciaux qui gagnent 200 000 $. Puis, doucement, il a récité une chanson qu'il avait écrite sur la colère. La salle est devenue silencieuse. Le sénateur John Pastor s'est penché vers lui et lui a dit « Vous venez de mériter les 20 millions de $. » Ce témoignage de 5 minutes a sauvé PBS. Ce que peu de gens savaient, c'est que derrière la voix douce et les pulls se cachait un athlète. Diagnostiqué avec une légère hypertension en 1971, Fred a commencé à nager 3 miles tous les matins à 5h30. Monsieur, il pouvait soulever 200 livres. Il faisait 100 pompes par jour et avait le rythme cardiaque d'un marathonien. Mais il a gardé le secret parce qu'il ne voulait pas que les parents pensent qu'il simulait son image de douceur. Il voulait que l'accent soit mis sur le message. La même année, il présente Lady Helen, une marionnette à l'esprit malicieux. Elle lui a été inspirée par sa propre culpabilité d'enfant. À l'âge de 12 ans, Fred avait volé le déjeuner d'un camarade de classe tous les jours pendant 2 semaines, puis avait rapporté la boîte vide
Comme si de rien n'était, Lady Helen l'a aidé à pardonner cette partie de lui-même. En mai 1969, il a fait quelque chose d'audacieux. Un an après l'assassinat du Dr King, il invite l'officier Clemens, le premier noir de la distribution, à se rafraîchir les pieds avec lui dans une petite piscine. Les chaînes du Sud refusent de diffuser l'épisode. Il reçoit plus de 500 lettres de colère, dont certaines contiennent des insultes, mais il répond à chacune d'entre elles de manière calme et personnelle. En 1972, une tragédie a frappé de plus près. Un ami proche s'est suicidé. Fred Pasteur, depuis 1963, a sombré dans un profond doute. Pendant des mois, il n'a pas réussi à comprendre. Il a écrit un scénario dans lequel M. McFeely reçoit une lettre de Dieu sur le deuil. Les producteurs ne voulaient pas le diffuser. Fred a insisté. Il a été diffusé au début de l'année 1973 et est devenu l'un des épisodes les plus discutés. Il a également produit une série en 5 parties pendant la guerre du Vietnam intitulée Conflict. La marionnette King Friday construisait des clôtures et déclarait des situations d'urgence. Les enfants apprenaient la guerre par l'imagination. Les parents étaient furieux. Certains l'ont qualifié d'anti-américain, mais Fred n'a jamais reculé. Il a envoyé des copies station par station lorsque CBS a refusé de le diffuser à l'échelle nationale. Au début des années 70, Fred est obsédé par la stabilité. Il a commencé à se peser tous les jours, toujours dans le même maillot de bain et avec les mêmes lunettes, jusqu'à ce qu'il atteigne un poids parfait de 143 livres, 1 pour moi, 4 pour l'amour et 3 pour toi. Il a maintenu ce poids pendant les 30 années qui ont suivi. C'est devenu plus qu'un chiffre, c'est devenu un message. En 1979, Fred a remporté son premier Emmy. Mais cela n'a pas été facile. Il a écrit lui-même chaque mot de chaque épisode, soit près de 900 scénarios en 33 ans. Il travaillait de 6H May jusqu'à 2CH May, jour après jour. Sa femme Joanne l'a trouvé plus d'une fois endormi devant sa machine à écrire. Son langage était si précis, si doux, qu'il devait être parfait. Il l'appelait Freddish, une façon de parler qui permettait aux enfants de se sentir en sécurité. En 1981, Fred Rogers avait 53 ans lorsqu'il a introduit discrètement quelque chose que personne n'attendait. Il l'a intitulé « Que faites-vous de la colère que vous ressentez ?» En apparence, il s'agissait d'une émission spéciale de la chaîne PBS sur les enfants qui gèrent leur colère. Mais en coulisses, il s'agissait de quelque chose de très personnel. Des années auparavant, au cours de sa formation au séminaire, dans les années 1950, Rogers avait admis qu'il luttait contre sa propre colère enfouie. Il a été victime de brimades lorsqu'il était un enfant timide et en surpoids. Et au fond de lui, il avait voulu répliquer. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il a attendu des décennies et a transformé ce sentiment en quelque chose d'utile. Dans l'émission, les enfants n'avaient pas à cacher leur rage. Ils cassaient des boîtes en carton, hurlaient dans des oreillers, martelaient de l'argile. Rogers s'est tenu calmement à leur côté, leur disant qu'il n'y avait pas de mal à ressentir ce qu'ils ressentaient. L'émission n'a pas plu à tout le monde. Des parents ont écrit craignant que l'émission n'encourage les enfants à passer à l'acte. Rogers n'a pas reculé. Il l'a dit clairement. Il est plus dangereux de refouler ses émotions que de les laisser s'exprimer. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il ne s'agit pas pour lui d'une simple théorie. Il s'agissait d'une question de survie personnelle. En 1990, Rogers avait déjà écrit 13 livres. Mais en 1986, il a écrit un manuscrit qui n'a jamais été publié. Il s'intitulait « The World of Mr. Rogers ». Et il contenait quelque chose que la plupart des téléspectateurs n'auraient jamais deviné. Il avait des cicatrices. Adolescent dans les années 1940. Rogers souffrait d'une acné sévère qui laissait de profondes marques sur son visage. Il détestait son apparence. Il a écrit qu'il passait des heures devant des miroirs à appliquer de l'anti-cerne. Il a appris à se maquiller bien avant la plupart des acteurs. Il a même dépensé l'argent qu'il gagnait en faisant sa tournée pour acheter des produits cosmétiques haut de gamme.
Il a choisi la télévision plutôt que le ministère en personne, parce qu'il pensait que son visage serait une distraction dans la vie réelle. Dans son projet, il raconte que parfois, lors d'épisodes tristes, il s'essuyait le maquillage devant la caméra volontairement, pour que les enfants puissent voir quelqu'un d'imparfait, mais toujours gentil. Mais ce chapitre n'a jamais vu le jour. Les éditeurs ont dit que c'était trop cru. Il est donc resté dans un tiroir tandis que Rogers continuait à se maquiller pour cacher son passé à la vue de tous. Fin 1998, il a reçu le genre de nouvelles qui change tout. On lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Il avait 70 ans et la plupart des gens auraient arrêté de travailler. Rogers ne l'a pas fait. Au cours des 2 années suivantes, il a tourné 65 épisodes supplémentaires tout en suivant une chimiothérapie. Il était tellement malade pendant les enregistrements qu'il lui arrivait de vomir entre les prises, mais il n'a jamais manqué un tournage. Il a perdu 20 kilos, mais il portait un rembourrage sous ses vêtements pour que les enfants ne le remarquent pas. Au lieu d'éviter le sujet, il a intégré sa maladie dans les scénarios. Daniel Tiger a commencé à avoir des maux de ventre et à poser des questions difficiles. Cette histoire est née des souvenirs de Fred, qui se souvenait d'avoir été cloué au lit lorsqu'il était enfant, avec des fièvres et des douleurs qu'il ne comprenait pas. Son dernier enregistrement en décembre. 2000 a été difficile. Il pouvait à peine se tenir debout. Mais il a tout de même enregistré une scène d'adieu de 15 minutes. 2 ans plus tard, il est décédé. Mais pas avant d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour aider les enfants à comprendre des choses qu'il avait lui-même redoutées. En 1993, les gens ont eu une autre surprise. Rogers, aujourd'hui âgé de 65 ans, s'est présenté devant le Congrès avec quelque chose d'inattendu dans les mains. Une Nintendo Game Boy. Il était là pour parler des jeux vidéo violents, mais au lieu de prêcher, il a fait une démonstration. Il a calmement joué à Tetris pour les sénateurs, montrant comment les jeux pouvaient enseigner la résolution de problèmes. Lorsqu'on lui a demandé de jouer à un jeu violent comme Mortal Kombat, il a refusé. Il avait fait des recherches. Il a engagé des adolescents pour lui apprendre à jouer à des dizaines de jeux en prenant des notes sur tout. Il a découvert qu'en 1 heure, les enfants pouvaient voir jusqu'à 47 actes violents dans les jeux vidéo, contre seulement 3 à la télévision. Sa solution, un système de classification des jeux. Sa recommandation a contribué à façonner le système d'étiquetage ESRB que nous connaissons encore aujourd'hui. C'était l'un de ces rares moments où une personne connue pour sa douceur entrait dans une salle dure et changeait les esprits grâce à des données. Il n'y a pas que le cœur. Quelque chose de magnifique s'est également produit en 1988. Fred Rogers est devenu grand-père. Lors de l'enregistrement d'un épisode, des éclairs sont apparus à l'extérieur du studio. Cela lui a rappelé des souvenirs. Enfant, il souffrait d'asthme. Et les orages ne font qu'aggraver la situation. Sa mère l'aidait à compter les secondes entre le tonnerre et les éclairs pour qu'il reste calme. Ce jour-là, sans crier, Gar Rogers a abandonné le scénario et s'est mis à chanter une berceuse de 12 minutes sur les orages et la respiration. Tout a été improvisé. L'équipe est restée figée. Il ne s'était jamais écarté du script auparavant. Plus tard, il a admis qu'il avait tranquillement écrit des chansons pour sa petite fille, pendant des mois se préparant à ce moment. Il avait gardé des journaux intimes de son enfance, des dizaines de notes sur ses crises d'asthme, et maintenant, il les transforme en réconfort. La chanson a été diffusée telle qu'elle a été chantée. Et il a dit plus tard que c'était le moment le plus honnête de sa carrière à la télévision. En décembre, 2001 après, 33 ans et 895 épisodes. Fred Rogers a officiellement cessé de produire de nouvelles émissions. Mais il n'a pas disparu. Il a continué à enregistrer des émissions spéciales, faire du travail vocal, répondre à des lettres. En 2002, il a donné une interview qui a révélé quelque chose que la plupart des gens ne savaient pas. Chaque matin, Rogers passait 2 heures à prier, et pas seulement des prières générales. Il tenait des listes de 500 noms, de vrais enfants qui lui ont écrit. Il a prié pour chacun d'entre eux par son nom. Il le faisait depuis plus de 20 ans. Cela signifie qu'il a prié pour des centaines de milliers d'enfants, un par un, chaque jour. Son équipe a été stupéfaite. Il savait
qu'il était spirituel. Mais il n'avait aucune idée de la profondeur de son lien avec les téléspectateurs. Sa santé n'a cessé de décliner. Le cancer réapparaît. En 2002, il se déplaçait à l'aide d'un déambulateur dans les coulisses. Il ne voulait pas que les enfants le voient faible. Alors, il l'a caché. Mais il savait que la fin n'était proche. Il a prévu un dernier moment. Un adieu au chariot. Ce n'était pas seulement pour le public. Enfant à Latrobe en Pennsylvanie, Rogers avait l'habitude de saluer les vrais trolley depuis son Porsche. Dire au revoir aux trolley du quartier était un reflet de ce souvenir. L'épisode a été diffusé en août 2001. Il a regardé la caméra et a dit au chariot « Tu es spécial pour moi ». Ce n'était pas un simple jeu d'acteur. C'était Fred qui disait au revoir à tout. Il est décédé le 27 février 2003, à l'âge de 74 ans des suites d'une pneumonie. Peu de temps après, le cancer est réapparu. Le monde a réagi rapidement. Plus de 50 millions de personnes ont acheté un timbre commémoratif représentant son gilet rouge. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Rogers avait pesé ce pull tous les jours. Le résultat était toujours de 2,7 livres exactement. Il pensait qu'elle portait le poids émotionnel de chaque connexion qu'il avait établie avec les enfants à travers l'écran. Son pullover rouge se trouve aujourd'hui au Heinz History Center de Pittsburgh, à côté des marionnettes, des décors et des scénarios écrits à la main. Sa femme Joanne est devenue la gardienne de sa mémoire. Elle a partagé une dernière vérité lors d'une interview en 2018. Chaque année, le jour de son anniversaire, Rogers écrit une lettre à Dieu. Il se demandait s'il en faisait assez, si son travail comptait vraiment. Il a conservé plus de 30 de ces lettres, ainsi que des journaux de lettres de téléspectateurs qui l'ont fait pleurer. Il a répondu à des enfants dont les parents divorçaient, des enfants qui ont perdu leurs frères et sœurs, des enfants qui avaient peur. Il a passé des soirées entières à répondre. Il a demandé à Joanne de garder ses écrits privés de son vivant. Il ne voulait pas que les gens pensent qu'il n'avait jamais eu de doute. En 2000, son spectacle avait touché plus de 50 millions d'enfants dans 45 pays. Il a été traduit en 20 langues. Mais en 1995, il a pris une décision qui a choqué même PBS. Il a refusé un contrat de licence d'1 million de dollars pour fabriquer des jouets Mr. Rogers. Il ne voulait pas que ses personnages soient transformés en profit. Pas de céréales, pas de boîtes à lunch, pas de manège dans les parcs à thème. Il disait que l'espace entre l'écran et l'enfant était sacré. Il ne laissait jamais l'argent toucher cet espace. En 2018, un documentaire intitulé « Won't You Be My Neighbor » est sorti. Il a rapporté près de 23 millions de dollars, battant ainsi le record des documentaires biographiques. Les spectateurs se pressaient dans les salles de cinéma, non pas pour assister à des explosions ou à des scandales, mais pour découvrir la vérité tranquille d'un homme. Le film montre Rogers parlant du divorce bien avant qu'il ne soit accepté d'aborder ce sujet avec les enfants. Le réalisateur a déclaré que le public était prêt pour quelque chose de vrai. Rogers le leur a donné même des années après sa mort. Fred Rogers a changé à jamais la santé mentale des enfants. Il n'était pas seulement gentil à l'extérieur. Il a connu la maladie, les brimades, les traumatismes. Enfant, il a eu la scarlatine et est resté à l'intérieur pendant des semaines. Cette douleur est devenue de la musique. Il dit avoir appris à pleurer et à rire grâce à ses doigts sur le piano. Des décennies plus tard, des études ont montré que les enfants qui regardaient Rogers étaient plus résistants sur le plan émotionnel. Des écoles ont même commencé à utiliser ces méthodes dans le cadre de thérapie. La blessure qu'il a subie dans son enfance ne s'est pas simplement effacée. Il a aidé des milliers de personnes à guérir. Et le travail ne s'est pas arrêté. Son fils James a repris le flambeau. En 2012, la première de Daniel Tiger's Neighborhood a été diffusée. Elle est basée sur les personnages de Fred et sur ses anciennes notes de séminaire. Oui, dès les années 1950, Fred écrivait sur l'anxiété des enfants face à l'environnement. Bien avant que cela ne devienne courant. La série est toujours en cours renouvelée jusqu'en 2026, et cela a même aidé pendant les fermetures de Covid. Les enfants autistes ont fait des progrès grâce aux méthodes de Daniel Tiger.
L'équipe utilise toujours des accessoires originaux de l'ancienne émission, gardant ainsi vivante la touche de Fred. Aujourd'hui encore, les archives Fred Rogers contiennent plus de 22 000 pièces. Des visiteurs de tous âges viennent voir X, le hibou, le château du roi vendredi et le pullover rouge. Les expositions s'étendent sur 6 étages. Le lien émotionnel est toujours présent.